Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir, avec en coulisses la France à la manœuvre. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui? Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Salut à vous, nouvelle vidéo React. On va naviguer comme ça dans les publications et se faire plaisir. On commence par ça, où il est écrit « L'ONU reconnaît son erreur lors des élections de 2010 liées à la Côte d'Ivoire et pour réparer l'erreur, demande à Ouattara de réinscrire Gbagbo dans la liste électorale de 2025. » Est-ce que vous pensez que les morts qu'il y a eu, les dégâts qu'il y a eu, dommages collatéraux, les années de prison que certains ont fait peuvent être remboursés par un truc aussi bas, aussi trivial que réinscrire Gbagbo dans la liste électorale de 2025. Et il précise qu'on doit le réinscrire de la liste où il a malhonnêtement été exclu. Donc en fait, ce n'est même pas qu'on répare l'erreur de 2010. On commence d'abord par réparer l'erreur du fait qu'il devait normalement être inclus et on l'a exclu. Et là, on essaie maintenant de réparer une simple trivialité d'une exclusion de liste électorale par toute la souffrance que le coup d'État qui a mené en 2010 a causé comme dégâts. Donc ce sera aussi simple, aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme je comprends ou bien s'il y a autre chose. Et ce n'est pas moi qui parle de coup d'État. C'est tous ceux qui ont témoigné par rapport à ça. C'était littéralement un coup d'État. Parce que quand on donne souvent certains mots, certains commencent à paniquer. Et maintenant, malgré tout ça, Ouattara refuse. Et c'est pour ça que le gars continue en disant les Ivoiriens doivent se lever massivement pour rendre justice à Gbagbo. Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir, avec en coulisses la France à la manœuvre. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui? Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo? Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Nicolas Sarkozy a fait un aveu sidérant, sur lequel il y a eu d'ailleurs peu d'écho, je trouve. Il a dit « Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara ». La CPI et son procureur, Luis Moreno Ocampo, auraient agi sous influence française contre Gbagbo. Vous employez même le terme « manipuler », c'est un mot fort. Vous affirmez tout cela aujourd'hui? Oui, on l'affirme, ça sort pas de notre chapeau. Et ce que nous voyons, c'est que le premier procureur de la Cour pénale internationale, M. Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010, alors qu'il n'y avait pas de troubles manifestes en Côte d'Ivoire, et qu'en avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi, que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il prend contact avec le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrous et emprisonner Laurent Gbagbo et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Voilà, maintenant la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi attendre 15 ans pour révéler ces informations? En même temps, il y avait tout un conglomérat qui était chargé de cacher ce genre de choses. Il y a une personne qui dit ça, c'est une communication pour inciter à la violence. Rien n'est fait de manière anodine. Je crois que c'est raté. Les Ivoiriens ne vont pas tomber dans cette manipulation médiatique.
politique. Et à ça, la personne répond, les psychopathes qui arrivent au pouvoir là, ils arrivent comment? À votre avis, c'est par la violence ou sans la violence? Il a très bien posé sa question. Et à ça, la personne répond, un peu comme moi, comme j'ai posé la question tout à l'heure, faire ce genre de discours en 2025, ce n'est pas nécessaire. Ils visent un but, mais ce but, ils ne vont pas l'atteindre. Et la personne qui a publié a répondu ceci: tu peux définir le but que tu veux à travers ce message. C'est ton problème. Ado Mouton, tu es resté abruti par le régime moribond qui ne survivra pas durant l'année 2025, avec une photo qu'il a partagée. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celle qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État alors qu'ils ne savent pas combien d'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. En gros, ça signifie l'armée travaille pour moi. L'armée fait ce que je dis. J'ai corrompu toutes les personnes capables de faire et maintenir un coup d'État. Et donc, voilà, je les ai corrompus plus que vous ne pourrez essayer de les corrompre. En gros, c'est ce que ça signifie. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Ça, c'est un jaguar, un redoutable prédateur. Mais regardez son comportement. On voit qu'il a peur. Il n'est pas à l'aise. C'est comme ça la vie. La vie, c'est comme la jungle. Même le prédateur peut se transformer en proie à tout moment. Dans certaines vidéos, vous allez constater que c'est le crocodile qui attrape le lion. Des fois, c'est le lion qui attrape le crocodile. Leçon de morale. Dans la vie, peu importe ta force, ta puissance, marche avec prudence et beaucoup d'humilité. Zéro de rien du tout peut te surprendre à tout moment. Toi, tu n'es pas le terminus de toute chose. Même zéro peut te surprendre. Excellente leçon quand même. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur de se soulever. Je pense que ça, c'est une mentalité héritée du côté poltron de la langue française que l'on parle et de la culture française. La culture française est très peureuse, si vous avez remarqué. Elle est très très peureuse. Je pense que dans tout le bagage hérité avec la langue, les mœurs, la culture, il y a ce truc-là, le côté très poltron que les pays francophones ont. Vous allez bien remarquer un truc, les pays qui ne parlent que le français, ou vraiment beaucoup de français, leurs populations sont terrorisées, terrifiées. Donc au-delà du côté spirituel, je pense qu'il y a un côté psychologique qui est venu en réalité avec la langue que l'on parle. Parce que vous verrez exactement ce comportement chez les Français. Ce sont des gars très peureux, gueulards, mais très très craintifs et très peureux. Ouattara n'a jamais été puissant, c'est-à-dire n'a jamais maintenu autant son emprise sur l'armée comme un Blaise Compaoré l'était au Burkina Faso. Mais si le peuple burkinabé a été capable d'affronter la garde prétorienne de plus de 1000 commandos super armés et libérer leur pays, le peuple ivoirien est aussi capable de vaincre la dictature de Ouattara. Personne ne va se lever pour quoi que ce soit, dans un mode on ne va pas prendre des armes, les bâtons et consorts. Rendez-vous aux urnes et surtout dans la paix. Et à ça, il a répondu bien sûr. Quand je dis que le peuple doit se lever, c'est pour aller aux urnes. C'est pour aller aux urnes avec Gbagbo. Le sanguinaire Ouattara n'ira pas seul aux élections. Voici l'appel qu'on lance donc au peuple ivoirien de sortir pour exiger l'inscription de Gbagbo sur les listes électorales. Alors, point intéressant aussi, c'est que en vrai, dans ce qu'on appelle les démocraties, surtout dans la manière dont c'est configuré actuellement, truquer les élections, c'est pas difficile. Même aux États-Unis, c'était une de leurs grosses craintes. C'est pas difficile. Et il y a une personne ici qui dit son erreur, disant que vous voulez juste faire croire que c'était une erreur d'un juge précis de la CPI, de la Cour pénale internationale. Pas du tout. Qu'on ne doit pas se tromper, l'ONU
dans son ensemble, est une organisation corrompue. Je pense qu'il voulait dire ici la CPI, la Cour pénale internationale. Et c'est vrai, factuellement, l'ONU est aussi une organisation corrompue. Voilà les effets de la corruption internationale qui se fait appeler communauté internationale pour ainsi tromper l'opinion. Eh bien, comme toute corruption qui se respecte, il faut 15 ans après chaque grande corruption et plus de 3000 morts, comme en Côte d'Ivoire, pour le reconnaître. C'est pour ça que je disais, on ne va pas simplement venir dire que pour réparer, il faut faire un truc aussi basique. Non, c'est pas ça qu'il faut. C'est loin d'être suffisant en réalité. Les réparations doivent être infiniment supérieures à ça, au simple acceptant qui se présente. Non, c'est du foutage de gueule là-bas. C'est doi, vrai, c'est doi. Quelqu'un peut m'expliquer en commentaire ce que ça signifie, c'est doi? J'écoute beaucoup l'expression, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Parlant même de la CPI, voici Washington qui émet un mandat d'arrêt contre le procureur de la Cour pénale internationale. Washington, c'est-à-dire les États-Unis, émettent un mandat d'arrêt contre le procureur de la Cour pénale internationale. Après avoir sanctionné la Cour pénale internationale, le Trésor américain a décidé de prendre des mesures coercitives contre le procureur de l'instance judiciaire, Karim Khan. C'est la première personne directement visée par la nouvelle administration Trump. La guerre continue entre la nouvelle administration américaine de Donald Trump et la Cour pénale internationale. Après avoir imposé donc des mesures coercitives le 6 février 2025, le Trésor américain a sanctionné le 13 février Karim Khan, le procureur de la CPI. L'Office of Foreign Asset Control, en abrégé OFAC, a mis à jour la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées en y ajoutant Karim Khan. Il devient ainsi la première personne visée par les sanctions de Donald Trump. Cette décision a été saluée par l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon. Pour rappel, les États-Unis avaient sanctionné la Cour pénale internationale parce que la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou, le premier ministre israélien, et je sais plus, j'oublie son nom. Je crois que c'était le chef des armées ou l'ancien chef des armées, un truc comme ça. Donc voilà en gros. Et les États-Unis estimaient que c'était de l'abus de pouvoir, que ce n'était pas normal, que personne n'a le droit en gros de mettre les alliés des États-Unis sous mandat d'arrêt. En gros c'est ça le principe. Donc sur son compte X, le diplomate d'État hébreu, c'est-à-dire l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, a fait savoir qu'il soutenait le président Trump et la nouvelle administration dans l'imposition de sanctions contre le procureur de la Haye. Parce que celui-ci a décidé du mandat d'arrêt honteux contre le premier ministre Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense, voilà, Galland. C'est ça le truc. Accusant le procureur de la CPI d'être un autre clown dans le cirque du terrorisme diplomatique dirigé par les Palestiniens à l'ONU. Oui, le retournement des situations de ça. Oui. Non, ça c'est l'hypocrisie à l'américaine pure. Donc maintenant, c'est les Palestiniens qui contrôlent l'ONU. C'est ça. Oui. Non, les gars sont bons. Vous voyez, non? Voilà comment les gars réagissent. Ils mettent les institutions en place qui n'en ont rien à foutre de ça. D'ailleurs, je dis même quoi? Les États-Unis ne sont pas dans la Cour pénale internationale. Les gars ont dit qu'ils ne sont pas là-dedans. Mais en revanche, ils utilisent la Cour pénale internationale pour, par exemple, émettre un mandat d'arrêt contre Poutine. Et là, ça va. Ça va. Netanyahou fait quoi de mal? Il ne fait rien. En revanche, Poutine, c'est un monstre cruel sanguinaire. On est d'accord là-dessus. C'est aberrant même de savoir que ce gars est encore en vie. Pourtant, Netanyahou, ça va. C'est un ami. Il est gentil. C'est un gars bien. Oui, les gars sont bons. C'est-à-dire l'inversion accusatoire au niveau plus pro max 100. Ce tel niveau d'inversion accusatoire, j'espère que quand les gens voient ça, ils ne pensent pas un seul instant que ces instances-là sont honnêtes. Tous corrompus jusqu'à l'os. On a la preuve encore, non? Il y a quelques instants, on parlait de l'affaire Gbagbo en 2010. Là, maintenant, c'est récent. Jusqu'à ce sont les États-Unis qui sanctionnent un procureur de la CPI. À la suite d'une demande du procureur de la CPI, Karim Khan, les juges de l'instance avaient en effet émis le 21 novembre 2024 des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Et on titre là, Israël soutient cette décision. Mais bien sûr, comment n'allait-il pas soutenir ça? Il a affirmé de surcroît qu'il n'est pas permis à ceux qui ont depuis longtemps perdu leur sens de la morale de prêcher un Israël qui lutte contre les forces du mal. Maintenant, les Palestiniens, ce sont les forces du mal. Vous voyez, cette rhétorique de guerre là est utilisée pour pouvoir déshumaniser les gens. C'est la base d'abord. Quand vous voulez déclencher des guerres, pour que quand on tue les gens en face, on ne se sente pas mal parce qu'on est humain. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les déshumanisent. On commence à les appeler les forces du mal, les bêtes,
les sauvages. Toutes ces rhétoriques-là qu'on a utilisées contre les Africains, qu'on continue d'utiliser contre les Africains, vous les connaissez. On les connaît très bien. Donc vous allez vous rendre compte que systématiquement, dès que les gars veulent déclencher des guerres, ils vont d'abord commencer par travailler cette rhétorique-là dans le cerveau des gens. Et donc quand les gens vont commencer à se dire, oui, mais ce sont des sauvages, on va les civiliser, et j'en passe, et patati et patata, moralement, ça les rassure. Et c'est comme ça qu'on peut arriver aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, aux horreurs de la colonisation, aux horreurs de l'esclavage, et que les gens dorment très bien, se réveillent très bien et font hériter ce genre de morale à leurs enfants. Israël qui lutte contre les forces du mal, indiquant que l'État hébreu va continuer la lutte jusqu'à ce que tous les kidnappés soient renvoyés et que le Hamas soit vaincu. Tous les kidnappés, on ne parle plus des gens à ce niveau, on les chosifie. Le 6 février, dans le décret sanctionnant l'instance internationale, le président américain accusait la CPI d'avoir abusé de son pouvoir en émettant un mandat d'arrêt sans fondement contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, précisant que la CPI n'a aucune compétence sur les États-Unis ou Israël, car aucun des deux pays n'est partie du statut de Rome ni membre de la CPI. Parmi les mesures coercitives, on retrouvait notamment le gel des avoirs et des interdictions d'entrer aux États-Unis. Voilà donc comment ces gars fonctionnent. Il faut avoir les nerfs. Je suis aussi tombé sur cette publication de Piotr Tolstoï qui met la misère à Darius Rochebin, un journaliste actuellement qui travaille en France, mais je crois qu'il est d'origine suisse. Je sais plus. Et donc, la personne dit que ça vaut son pesant de popcorn. Donc, prenez un popcorn, vous vous asseyez, écoutez, le démolir en public. On m'avait demandé si la France est un pays ennemi. Mais bien sûr, pour moi, c'est difficile de dire ça, mais c'est vrai, depuis 9 ans, vous menez une guerre économique et là, vous participez dans l'approvisionnement militaire de l'Ukraine. Bien sûr que vous êtes des ennemis. Cependant... Vous, les Français, n'ont aucun droit de juger quelqu'un. Parce que vous avez foutu la guerre civile en Afghanistan, en Irak, vous les Français en Libye, vous êtes responsables à des crimes de guerre en Afrique et c'est pas à vous de juger les Russes qui aujourd'hui mènent une opération militaire spéciale pour libérer 20 millions de nos compatriotes pris en otage par le rêve européen et par la bande de Zelensky. On va les écraser, on va les écraser et on va pas vous laisser la possibilité de nous juger. Monsieur Tolstoï. Par rapport à ce que vous avez fait dans le monde, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit conflit. Donc, mais surtout, chaque personne de bon sens jugera ce que vous entendez. Vous avez le droit de nous juger. En accusant aujourd'hui l'armée russe à des crimes de guerre sur le territoire ukrainien, vous êtes en train de faire oublier le fait que c'est l'armée russe qui a libéré l'Europe. Mais pardon, monsieur Tolstoï, on va revenir à ça. Gagné la Deuxième Guerre. On va revenir et au rôle. Les Anglais et les Américains, ils ont tous ensemble perdu une dizaine partie des soldats, contrairement à l'armée russe. Monsieur Tolstoï, on va revenir au rôle des Français ont tenu 40 jours contre les Allemands, et dans 40 jours, il était à Paris, tandis que l'Union soviétique, pendant 4 ans, les a complètement écrasés. Et après que vous reconnaissez tous les crimes de gouvernement Vichy, etc., ce qui compte, c'est le résultat. Et les résultats, c'était la libération de l'Europe, et notamment, c'est la participation de l'Union soviétique dans cette guerre, et le fait que l'Union soviétique a gagné cette guerre, a fait que la France, aujourd'hui, ne parle pas allemand. Vous étiez également les amis des Allemands lors du pacte de Munich. Vous avez participé dans le partage de la Tchéquie. Donc, si vous voulez donner des leçons d'histoire, il faut être plus prudent et plus objectif. Totalement d'accord avec lui. S'il y a quelqu'un qui doit donner des leçons de morale, ce n'est certainement pas la France, ce n'est certainement pas l'Occident, ce n'est certainement pas l'Union européenne. Vraiment pas. Parce qu'on n'a pas oublié l'histoire. De toute façon, elle ne fait que se répéter. On ne l'a pas oublié. Il est éparpillé à la façon puzzle. Piotr Tolstoï, toujours percutant. Sa maîtrise du français associée à son franc-parler est un plaisir. Ça s'appelle une leçon d'histoire, mais aussi le civisme. Merci les ours parlant des Russes pour cette énième libération de l'Europe. Quand Tolstoï parle à des journalistes de France, en général, c'est des baffles par paquet de 12. Et malgré ça, ils ouvrent leur cabine téléphonique pour l'ouvrir. Ils n'arrivent même pas à répondre à ses arguments. La médiocrité de l'Occident. Le malheur dans tout ça, c'est que M. Tolstoï a raison. Les journalistes qu'il interviewe sont depuis des dizaines d'années des manipulateurs, des registres vocaux robotisés pour toujours suivre ce que l'Occident dit, voilà. Pour toujours continuer à être des valets de l'Occident et répéter à tue-tête
tout ce que l'Occident dit. Une personne qui illustre ce qui s'est passé. Piotr Tolstoï et Darius Rochebun, comme Obélix et les Romains. Le gars gifle en continu. Même chose ici. Ce même débat, même. Tolstoï a raison, il a complètement raison. Je ne vois pas en quoi est-ce que la France aujourd'hui peut se mettre devant la Russie pour parler de l'histoire, pour parler de ce qui est en train de se passer. Or, ce sont des choses qu'ils avaient prévenues depuis et que malgré tout, l'OTAN, l'Union européenne, la France a dit on y va quand même, on le fait. Pendant que la Russie se bat même pour libérer et a même tout fait pour empêcher la guerre, les gars ils continuent la guerre, ils continuent des massacres un peu de partout avec l'hypocrisie légendaire dont ils font preuve systématiquement. Là, c'est Nathalie Yamb qui fait une réflexion au sujet de la passation de la présidence tournante de l'Union africaine. Elle dit des nouvelles du géant. L'Angolais Joao Lourenço succède au raciste El Ghazouani à la tête de l'Union africaine. Mohamed Ali Youssouf et Djibouti remplacent donc Moussa Laké Faki à la tête de la commission. Ok? Et donc, elle pose la question fatidique. Qu'est-ce que ça change pour l'Afrique et les Africains? Elle ne vous laisse pas dans le vide. Elle répond elle-même. Rien. Qu'est-ce que toutes ces modifications dans l'Union africaine la changent pour l'Afrique et les Africains? Rien. Et c'est la question que je posais aussi. À quoi sert l'Union africaine aux Africains? Rien. Rien du tout. Il faut atomiser cette organisation toxique. Et qu'on la rend vapeur. Elle doit complètement disparaître. L'Angolais était en France il y a 1 mois, je pense. Et Macron était chez le Djiboutien il y a 1 mois aussi. Quelle drôle de coïncidence. L'Union africaine n'est pas souveraine. Elle ne l'a jamais été. Ce n'est pas une initiative des Africains. Dans son discours, M. Faki demande pardon pour les fautes qu'il a commises durant ses 2 mandats à la tête de la commission. Et à la fin de son discours, il commet une autre faute en réclamant la libération du courageux gars de Manou. Et c'est là que Nathalie Yamb répond, ils sont même sérieux. Donc, ils ont suspendu les pays en question, les pays de l'AES. Et ils pensent pouvoir réclamer quelque chose après ça. À quel point ils sont bêtes à l'Union africaine. Moussa Laké Faki est persona non grata au Sahel. Donc, ça veut dire qu'on peut le recycler en chargé de mission au Quai d'Orsay. Il va toujours rester dans les bonnes bottes de la France où on va bien le piétiner à chaque fois qu'on fera un pas. Une Union africaine de pacotille qui a désacralisé toutes les valeurs panafricaines et ancestrales de ses pères fondateurs qui était exclusivement fondé sur le principe sacré de l'Ubuntu entre Africains pour devenir un cartel de sous-préfets de l'Occident qui se protègent entre eux. Ces présidents maintiennent l'Afrique dans un cercle vicieux, empêchant son progrès. Ils tolèrent même qu'un État africain attaque un autre. Quant à l'Union africaine, je peine à comprendre ses véritables objectifs. C'est parce qu'ils n'en ont pas, du moins. Qu'est-ce que je raconte? C'est parce que leur objectif est contre l'Afrique. Voilà, c'est mieux de formuler ça comme ça. Cette organisation est une calamité pour les Africains. Je me demande ce que nous avons fait pour mériter tout ce qui nous arrive. Des indignes voleurs qui se disent libres. Pathétique. Alors, on n'a rien fait de particulier pour mériter ce qui nous arrive. C'est juste qu'en face, on a des gens qui sont particulièrement inhumains. En réalité, c'est ça. Le néant, c'est un écosystème complexe. Et ils s'y croisent là-bas, pêle-mêle de laquais, de vautours, de tueurs, de pantins, etc. Une liste évidemment non exhaustive. L'Union africaine telle qu'elle se présente actuellement soulève des interrogations quant à son efficacité et sa crédibilité. Non, ce ne sont pas des interrogations. On affirme actuellement l'Union africaine ne sert à rien en dehors d'être une nuisance pour l'Afrique. Parce que ce n'est pas simplement des tendances hypocrites qu'ils ont. Ils s'affirment en n'étant pas vraiment pour les intérêts des Africains. Parce que je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à arrêter des guerres entre 2 pays comme le Rwandais et la RDC. C'est indécent à quel point on veut parfois nous prendre pour des idiots. Rien. Les mêmes gens ridicules se remplacent pour continuer dans cette organisation à respecter l'agenda des pays occidentaux. L'Union africaine a simplement été vendue à l'Europe. On doit vraiment se demander à quand est-ce qu'on aura des organisations continentales à l'échelle africaine capables de servir les intérêts des Africains. Parce qu'à un moment donné, on en a marre de faire des gens qui se prennent tout le temps au sérieux avec des costumes cravates débilement portés sur eux comme s'ils n'avaient pas de tenue traditionnelle chez eux. Vous vous rendez compte que le siège de l'Union africaine n'a même pas été construit par les Africains? Pire que ça même. Vous vous rendez compte que dans les cotisations annuelles de l'Union africaine, il y a des pays occidentaux? Est-ce que ça a un sens? Vous vous rendez compte que dans le siège de l'Union africaine, il y a des officiers occidentaux? La même chose pour la CEDEAO, la même chose dans toutes nos organisations. À un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux 2 secondes. Et ces gens-là vont demander à ce qu'on les respecte. Quand on voit ce qu'ils font chaque jour. À part le respect, qu'est-ce qu'ils peuvent demander d'autre? Bref, nous voici à la fin de ce zapping. J'espère que vous avez apprécié la balade. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois.